Alors, le broyat aussi, donc intéressant quand on taille. Si on a un broyeur, si on n'a pas de broyeur, ben, on essaye de couper un peu, ciseler, si on n'a pas beaucoup, ciseler avec un sécateur ou autre. Quand c'est assez fin, on peut même passer sans casser sa tondeuse éventuellement. Quand c'est un peu plus gros, ben, on fait un tas. Et chaque jardin devrait avoir un tas de branches en décomposition, comme abri pour les crapauds, les grenouilles, les hérissons. Si on a la chance d'avoir des orvets par ici, on n'en a pas. Donc ils vont savoir s'abriter. On me le dit alors, oui, mais les rats aussi. Oui, mais s'ils n'ont pas l'endroit là, ils vont trouver un autre endroit ailleurs, qui va peut-être encore être plus embêtant pour nous. Ils vont peut-être se loger dans la serre, ou dans l'abri de jardin, ou... C'est près de la nourriture, hein, qu'ils vont aussi. C'est ils beaucoup vont près de la aussi nourriture. où il y a de la nourriture. Donc là aussi, quand on fait un tas de compost, il faut peut-être éviter de mettre des choses qui sont attrayantes pour les rats. Donnez plutôt aux poules si vous en avez, aux canards, ou à d'autres animaux, ou à un voisin qui a des poules ou des canards, que de les mettre sur le tas de compost. Je pense par exemple aux coins de jambon, de fromage, éventuellement des pommes de terre cuites et tout ça. À ce moment-là, à la limite, mettez-les comme ça que les oiseaux ils savent venir les manger, ils vont être plus vite partis. Et bon, ça c'est un petit peu le bon sens qui doit vous guider là-dedans. Alors il faut surtout aussi utiliser ce qui est bon marché. C'est-à-dire, d'abord, ce qu'on a chez soi, qu'on ne doit pas payer. C'est ça le meilleur marché. Hein. Bon, peut-être acheter un paire de petits sachets d'engrais verts, ça ne coûte pas très cher non plus. Alors, on peut aussi mettre du foin. On peut faire le foin soi-même si on a un grand terrain. Essayez d'éviter de couper après qu'il est déjà en grain. Sinon, vous allez faire une prairie de votre jardin. Bon, c'est peut-être pas la peine non plus. De la paille, ça ne coûte pas très cher non plus, mais essayez de trouver un fermier qui travaille en bio alors, hein, pour mettre la paille. C'est vrai, l'inconvénient c'est qu'il y a un petit peu de levée de blé ou d'autres céréales de ce qu'il y avait dedans, mais bon, à mon avis, c'est encore un engrais vert supplémentaire. Tu tires dessus et tu le laisses tomber par terre et c'est fini, quoi. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients avec ça, je trouve. Non, bien sûr, si on n'a pas le temps et que ça devient du blé, un champ de blé, bon, là c'est différent. Alors un peu plus cher éventuellement, c'est les paillettes. Celui qui a un petit jardin, qui n'a pas beaucoup de choses, dans le commerce on vend des sacs, ça coûte un peu plus cher, mais si on n'a rien d'autre. Des paillettes de lin, de chanvre et d'autres. Hein. Il y a éventuellement aussi les copeaux de bois, etc. Mais je mettrai ça plus alors au niveau des arbres et du jardin ornemental plutôt que aux légumes, aux petits fruits aussi on peut mettre ça. Là aussi les broyats de haies hein, pour les arbres fruitiers, pour les petits fruits sont fort intéressants. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au printemps, quand on va commencer à réfléchir à semer, et si on sème sur place, il faudra écarter 2-3 semaines à l'avance cette couche, parce que c'est sûr qu'on garde la chaleur en hiver, mais à la longue qui gèle et qui regèle et qui regèle, le sol devient quand même plus froid en dessous d'un paillage. Et à ce moment-là aussi, si on a un paillage foncé, c'est peut-être mieux que... Mais bon, ça, on n'a pas encore de la paille noire. Mais à la limite, on peut mettre éventuellement même temporairement un petit plastique noir pour capter justement les rayons du soleil, pas trop longtemps, et de préférence un qui est quand même aéré. Donc un tissé, quoi, hein, ça se vend maintenant. On peut éventuellement se débrouiller avec ça pour réchauffer un petit peu son sol, mais ça, je dis, c'est 2 à 3 semaines à l'avance. Ne jamais enterrer le paillage, donc plutôt l'écarter, le mettre sur un petit tas en attendant qu'on peut le réétaler entre les légumes, éventuellement, ou aller les placer à ce moment-là en dessous des petits fruits, par exemple, les groseilles, les framboises, etc.
donc jamais enterré. Parce que là, la décomposition se fait souvent en aérobie, donc sans air. Et là, on crée une pourriture qui fabrique des mauvais champignons. Plutôt des champignons qui ne vont pas bien aller avec certains de vos légumes. Donc j'ai déjà dit attendre de mettre les engrais organiques aussi, on attend un petit peu. Voilà. Donc j'ai plus que deux petites choses. J'ai lu une étude qui a été faite par Terre Vivante sur le paillage de fraisiers. Et ils ont essayé sur 1 mètre carré avec les variétés de... c'était quoi encore? Je l'ai quand même noté quelque part. Gariguette, c'était, et Marat des Bois. Je ne sais plus où ce que je l'ai écrit, ou j'ai oublié de l'écrire, mais c'était ça. Donc ils ont essayé un carré en terre nue, ils ont essayé un carré avec un film plastique, ils ont essayé un carré avec de la paille, un avec des paillettes de chanvre, un avec des broyats de bois et un avec du vieux terreau de réemploi. Ils ont paillé avec ça. Ils ont donné un même apport de compost à chaque carré chaque année, hein, pour ne pas fausser aussi les résultats. Alors, j'ai fait un petit peu, j'ai mis des notes, mais bon, des scores, quoi. En premier lieu, c'était le broyat, qui avait été fait, entre autres, avec du résineux, ce qui a donné le plus gros rendement au niveau des fraises. Le deuxième, c'était le terreau, donc l'ancien terreau. Peut-être qu'il y avait encore des... Ça, ils ne savent pas se l'expliquer non plus, pourquoi que ce terreau, mais ils ont constaté que. En troisième lieu, c'était le chanvre. Maintenant, en France, dans certaines régions, on fait des champs de chanvre, justement, exprès pour faire des paillages, hein. Aussi pour faire des pellets, pour allumer, pour le feu. Et seulement après venait la paille. Donc, souvent, on voit qu'on paille les fraises, et c'est vrai que les producteurs paillent leurs fraises, mais ils les paillent juste au moment de la floraison. Donc ils ne laissent pas la paille, et seulement qu'eux, ils savaient déjà que ce n'était pas si intéressant que ça. Et ils les mettent surtout pour que les fraises restent propres, hein, pour qu'il n'y a pas d'éclaboussure de la pluie sur les fraises. Et en dernier, c'était sans paillage. Donc ça va, le broyat, j'ai donné la note de 10 parce qu'ils ont mis un petit graphique. La note de 10, le terreau 9, le chanvre 7, le plastique 6. Mais un plastique aussi aéré, alors si vous mettez un plastique. Mais un plastique a aussi ses inconvénients, hein. Quand il chauffe très fort, surtout si c'est un plastique noir, ça fait que la terre devient beaucoup trop chaude et le plant de fraisier meurt de la chaleur. Ça m'est déjà arrivé, parce qu'à l'époque, ça fait 40 ans que je fais du jardinage, on fait tous des erreurs. Moi j'ai fait cette erreur-là, et c'était même avec un plastique aéré. Mais tous mes fraises étaient brûlées, et ils n'ont plus repoussé, hein, c'était fini. Donc la paille donne 5, et sans paillage 4. Donc c'est quand même du simple au double la différence entre le broyat et ne pas pailler du tout. Mais, pardon, il laisse toute l'année alors? Il laissait toute l'année et il rajoutait quand ça diminuait. Hein. Bon, le broyat va peut-être durer plus longtemps. Oui. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors ce que moi j'ai lu aussi quelque part, c'est que, par exemple, le fraisier, le framboisier, ce sont des plantes de sous-bois, d'origine de sous-bois, et qu'ils aiment bien ce qui est mycorhize, c'est-à-dire tout ce qui est champignons. Alors le fait de mettre du broyat, c'est la lignine qu'on laisse décomposer, qui forme des champignons, et c'est favorable à ces plantes-là. Et c'est ça qu'ils se plaisent bien dans ce milieu-là. Et le fraisier aime un terrain légèrement acide, comme la pomme de terre aussi. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont mis du broyat, un petit peu de bois résineux. Parfois,
on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, mais en petites couches en surface mélangées avec toute autre chose, c'est pas grave. Si vous avez maintenant une haie de 50 mètres et que vous devez tailler, vous avez un camion de résineux, bon, ça sera plus compliqué, mais au pied, alors, des sapins, pour éviter les herbes spontanées. Bon, c'est peut-être mieux de les laisser pousser pour savoir les faucher, pour savoir mettre sur le terrain, mais bon, ça c'est à chacun de voir et chaque endroit ne convient pas pour ça. Et je sais que chez moi, par exemple, la haie, quand on taille, c'est pas des résineux, hein, mais bon, c'est des lauriers, et c'est un petit peu varié. On met tout au pied, entre le grillage et la haie. Je n'en fais pas si moche que ça. Et ça évite qu'il y a les orties, qu'il y a les ronces et qu'il y a autre chose qui pousse, qui vont chez le voisin, que lui va peut-être pas apprécier. Voilà, moi j'ai fini la partie sur le travail du sol. Je vais laisser la place à Michel. Le compost, Oui, que l'on se sert, pas le compost, le terreau. oui. Je le jette, je sais pas. Ah non, le terreau, ben... Non, mais quand il est mort, quoi, qu'on a utilisé tout il ne faut jamais rien jeter. De toute façon, tout ce qui a été vivant peut être recyclé. Peut-être pas toujours en grande quantité, mais par exemple, ton compost, ton terreau, comme tu dis, ben, mets-le entre tes fraisiers, si tu en as. Mets-le entre tes pommes de terre. Mets-le dans ton paillis, au-dessus. Tu en mets partout, ça va légèrement alléger le sol. Et ça va continuer à se décomposer. Parce qu'un terreau, c'est un compost, hein, mais un compost qui n'est plus riche. Ouais. Au stade final. Oui, en stade terminal. Donc il va améliorer le taux d'humus et tout ça. Il ne faut surtout pas jeter. Il y a beaucoup de racines dedans. Il y a des racines, il y a de tout. J'ai une autre question, c'est concernant les poules. Oui, J'ai ma poule qui a la coquille d'œuf, elle est toujours un peu fragile. oui. Et là, elle perd ses plumes, et on m'a dit que c'était parce il y avait un manque. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque du calcium et il manque peut-être d'autres éléments. Donc ce que vous pouvez éventuellement donner, si vous faites une pâtée, mettez un tout petit peu d'algues marines en poudre dedans, mélangez. Sinon, on vend des écailles d'huîtres broyées. J'ai déjà fait, je suis restée avec le paquet entier. Oui, mais tu vois peut-être pas, elle doit, si tu n'as qu'une poule, c'est sûr qu'elle ne va pas en manger beaucoup. Elle va peut-être picorer un petit morceau de temps en temps. Tu peux même le mettre dans la litière. Eux, ils grattent et quand ils voient quelque chose qui est attrayant, ils le piquent et ils le mangent. Jeter sur le parcours, parce que parfois, lorsqu'on met dans un bol, ils comprennent pas, c'est pas leur instinct, mais ils aiment bien chercher et trouver. Et alors, lorsqu'on jette sur le parcours, là, plus volontiers, ils vont le prendre. Et une poule, c'est un animal intelligent et bête en même temps. Elle doit s'habituer à quelque chose. Quand vous donnez une nouvelle verdure, parfois ils ne vont pas la manger. Mais s'ils sont plusieurs, il y en a une qui va le manger, tous les autres ils vont le manger. Et une fois qu'ils savent, ils vont continuer à le manger. Donc ils sont bêtes et intelligents, parce que c'est intelligent ce qu'ils font aussi. Bon, si celle qui en a mangé, elle meurt, ben, moi je ne vais pas en manger. Hein? Mais quelque part aussi, ben, ça lui donne la possibilité d'essayer. C'est un peu comme un petit enfant, hein, quand il lui donne un nouveau légume, il n'aime pas trop, et parfois, après quelques fois, ben, il adore. C'est comme comment on appelle, quand on mange les olives. Hein. Au départ, quand on mange la première fois une olive, c'est pas ça. Et par après, il y en a qui adorent, qui mangeraient le paquet entier. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, oui. Donc c'est un manque, mais c'est logique quelque part, hein, parce que elle va faire de nouvelles plumes. Donc elle a besoin de toute son énergie pour se fabriquer des plumes. Et elle n'a plus assez d'énergie pour faire la coquille. Ça va durer quelques temps, mais on peut l'améliorer en donnant un peu de calcium. Mais bon, c'est normal, c'est ce qui se passe. Et souvent, elle mange elle-même son œuf. Alors, hein.
quand il est cassé. Et à ce moment-là, elle mange aussi la coquille, pas toujours. Hein, et elle se refait des forces elle-même, quoi. Donc c'est la période de mue qui fait que ça arrive. Je donne les coquilles vides de poule. Je donne les coquilles vides aux poules écrasées, mais souvent ils les mangent même pas. Éviter de les donner quand on voit encore que c'était un œuf, quoi. Hein. Parce qu'ils ont goût après. Pas de temps. Ouais, il faut les... Quand ils sont bien secs. Oui, tu peux Oui, les c'est- émietter. Mais à ce moment-là, mettez-les peut-être en dessous du pêcher, si vous avez ça, un pêcher. Beaucoup de gens disent qu'ils ont beaucoup moins de cloques quand ils mettent ça, soit même suspendu dans le pêcher. Bon, maintenant, on ne se l'explique pas, mais la coquille d'œuf contient aussi beaucoup d'éléments qu'on ne trouve pas dans autre chose. J'ai lu aussi, et ça je vais essayer cette année, l'année qui vient, qu'il y a des gens qui enterrent un œuf en dessous du pied de tomate. Et ils le cassent légèrement. Et c'est un engrais qui va être absorbé pendant plusieurs mois, un peu à la fois par la tomate. Bon, maintenant, ça marche ou ça marche pas, je ne vais pas vous l'assurer, mais pourquoi pas essayer un ou deux. Bon, un œuf, ça ne coûte pas si cher que ça. Un engrais à 8 € ou plus du kilo, non, 8 € c'est peut-être beaucoup, mais ça coûte cher, hein, un engrais, même organique. Hein. Ici, je ne sais plus combien que c'était, c'est quand même 23 € pour 20 kilos. 23 € pour 20 kilos, Donc donc c'est ça à fait peu quand près même 1 aussi euro 2,30 du kilo. du kilo, quoi. Les œufs ne coûtent pas encore ce prix-là. Voilà, je vous laisse. Merci. Bon, voilà, on va passer à des choses un peu plus théoriques encore. Donc Ignace a déjà bien déblayé les choses et a même un peu empiété sur ce que j'aurais mis ici, mais voilà, c'est la preuve que ça se relie en fait. Donc je vais vous parler de la planification et rotation des cultures. Bon, je pense que à peu près tout le monde a peut-être déjà entendu parler, en tout cas de la rotation des cultures. Et c'est souvent un peu une méthode, on pense que c'est une méthode du passé, et on se demande même si c'est encore utile, puisqu'on a plutôt tendance à tout mélanger les légumes un peu partout dans le jardin. Et voilà, parfois c'est utile de faire des rotations de culture, et je vais un peu vous expliquer pourquoi. Bon, il ne faut pas prendre ça pour une contrainte, mais plutôt un guide en cas de problème. Voilà, je vous guide. Je vais un peu expliquer pourquoi on a eu des problèmes. Voilà, un peu l'histoire de ce qui s'est passé au jardin d'Albec. C'est passé, il y a peut-être des gens qui ont eu l'occasion de visiter ce jardin. Donc on le cultive déjà depuis plus de 35 ans. Et voilà, au début c'était un peu une friche remplie de mauvaises herbes. Donc tout ça on a un peu déblayé avec Gilbert et d'autres amis. Et on a commencé à cultiver ça. Donc les 10 premières années, c'était vraiment de culture sans problème, donc abondante, de plus en plus. Et alors on pouvait un peu planter n'importe où, n'importe comment, tellement que c'était riche, sain. Enfin, comment je veux dire, sain, c'est le fait qu'il n'y a pas de parasites dans un terrain qui n'a plus été cultivé pendant longtemps. On a beaucoup moins de parasites. Et qui est fort à l'écart d'autres jardins aussi. Hein. Aussi, oui, oui. Bon, il y avait des champs autour, mais bon, voilà, c'est pas la même culture. Et alors, en plus, on avait l'opportunité d'avoir du fumier de cheval à volonté, donc surtout pendant la période hivernale, quand les chevaux étaient à l'écurie, on
pouvait aller nettoyer des écuries et emmener le fumier. Et alors, bon, Gilbert, enfin nous, on se disait, ben, au plus qu'on met de l'engrais organique, du fumier, de matière organique, on va enrichir le sol, mais aussi augmenter le taux d'humus dans le sol. Ça, c'est important en culture bio, c'est d'avoir un maximum d'humus dans le sol. Donc, on retient mieux l'eau, on est moins sujet aux sécheresses. Donc, voilà. Et la vie du sol aussi qui s'améliore, donc ça devient de plus en plus riche. Alors, donc, et en plus, c'était un fertilisant quand même gratuit, puisque, bon, voilà, en échange, on donnait des légumes à cette personne. Donc, voilà, c'était gagnant de chaque côté. Donc, le terrain, pour rappel, c'est quand même un grand terrain de 5800 mètres carrés, brut, avec la maison comprise. Et on cultive à peu près 1400 mètres carrés. Donc, le reste, ce sont des allées, des arbres, des fruitières, il y a une mare aussi, il y a des remises. Ben voilà, donc ça fait quand même une belle surface à cultiver. Donc ça permettait aussi de mettre un maximum de légumes. Et quand on regarde dans le catalogue des fraternités ouvrières, quand on regarde par exemple la rubrique choux, bon, je parle des brassicacées, pourquoi? C'est parce qu'on en a mis beaucoup, parce que c'était quand même des légumes intéressants, hein, d'avoir par exemple des choux cabus, des choux-fleurs, des brocolis, voilà, des choux raves, bon, choux de Bruxelles, des choux kale, des choux de Chine, ben, tout ça. Et en plus, après, l'hiver, c'était les navets, les radis, tout ça, ben, tout ça c'est des brassicacées en fait. Hein. Et ben, ces légumes-là ont principalement des ennemis, et c'est des champignons qui sont dans le sol, des champignons néfastes qui peuvent nuire à cette culture. Donc le fait d'en avoir mis beaucoup et souvent aux mêmes endroits, donc ça a permis que les parasites s'installent. Donc les champignons s'installent là où ça leur convient. C'est-à-dire qu'une famille de légumes a ses parasites. Donc si vous mettez toujours au même endroit ces mêmes légumes, ben forcément vous allez favoriser la prolifération de ces champignons. Ça peut être des parasites plutôt insectes. Voilà. Donc on favorise tout ça sans le savoir. Alors, les premiers soucis ont aussi commencé avec l'ail, oignon, échalote. Donc, on avait des pots, des bulles, et donc au début, ça se passait bien, on les conservait jusqu'à janvier, février, voilà. Souvent c'était mangé après. Et un peu à la fois, les bulbes restaient convenables, mais ne se conservaient plus, donc pourrissaient. Donc on se dit, bon, ça peut être un parasite, un insecte, bon, ça peut être peut-être l'excès d'humidité, parce que d'une année à l'autre, on a parfois des saisons plus humides. Donc on a d'abord pensé à l'humidité. Et après, il y a eu un autre phénomène, c'est que de plus en plus souvent, le bulbe se formait de moins en moins. Donc il était de moins beau et plus petit, et puis ça poussait plus en feuilles, donc les tiges, et le bulbe n'était plus en conséquence. C'est quand même bizarre. Et à force d'y penser, de réfléchir, on se dit, bon, peut-être qu'il y a un excès d'azote. C'est-à-dire que tout pousse en feuilles, mais l'oignon ail échalote a aussi besoin, par exemple, de la potasse pour former le bulbe. Et ça, peut-être qu'à force d'améliorer le sol avec le fumier, qu'à la longue, on a eu trop d'azote par rapport à la potasse. Et voilà, donc on avait un peu déduit ça. Donc, alors les choux, c'est un autre légume
où on avait un problème, c'était on avait la hernie du chou, c'est-à-dire que la pomme commençait à se former, puis tout d'un coup le chou arrêtait de pousser et la pomme restait comme ça, et puis tout dépérissait. Et quand on regardait au pied du chou, ben c'est la tige, donc au pied, au niveau du sol, que ça enflait et ça pourrissait après. Donc c'est vraiment un champignon qui est dans le sol, qui attaque le pied du chou. Il y a un renflement, puis il y a même des insectes qui viennent là-dedans. Et voilà, le chou ne pousse plus, les feuilles tombent, surtout quand il fait chaud, on voit que... Donc ça, c'est un signe que... Vous voyez, par exemple, dans un parc de choux, et que vous voyez, par exemple, un chou qui fait ça, ben, regardez un peu au pied du chou, s'il y a ce renflement, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu un champignon pathogène là, qui est autour du chou. Donc, au début, c'était que par-ci par-là, un coup de ce phénomène-là, et ensuite ça se généralisait. Donc c'était de plus en plus, et presque un peu partout. Bon, ça c'était un autre problème. Ensuite, plus spécifiquement aux serres. Donc là aussi, bon, je crois que tout le monde fait un peu ça. La serre, on dit serre, tomate. Forcément, puisque par ici, c'est un peu plus compliqué d'avoir des tomates en plein air. Donc forcément, si on met une serre, ben, on essaie de mettre un maximum de tomates. Alors on a tendance à en mettre peut-être trop, de remplir sa serre avec des tomates. Bon, ça marche quelques années, et ensuite, ben, après la production diminue. Pourtant, on se dit, ben, on alimente en fumier, on rajoute... ben non, il y a parfois aussi même des maladies qui s'installent au niveau des tomates. Donc la verticilliose, la fusariose, voilà. Donc c'est tout des maladies à champignons. Donc c'est les pieds qui flétrissent la tige, bien des feuilles qui pourrissent comme ça. Et tout ça c'est, bon, c'est dit, là, il y a sûrement un champignon qui s'installe dans la serre et voilà. Comme on remet toujours au même endroit, ben, ils affectionnent cette plante-là, donc ils se multiplient et ils survivent. D'ailleurs, les professionnels rencontrent ça aussi dans leur culture, mais eux, ben, ils désinfectent le sol avec des produits phytosanitaires. Donc forcément, si on fait que toujours le même légume, ou les mêmes fleurs, ou les mêmes, je pense aux professionnels, ben forcément, un jour ou l'autre, ça va arriver. Donc depuis à partir des années 2015-2016, on a commencé à réfléchir autrement. On s'est dit, ben, la fertilisation, c'est certainement pas bon pour tous les légumes. Forcément, ail, oignon, échalote, on n'en a pas besoin. Donc c'est plutôt néfaste d'apporter trop d'engrais. Donc on s'est dit, on va plus cibler ceux qui ont besoin de fertilisants. Alors on s'est dit, oui, mais bon, comme il y a ces champignons qui s'installent à certains endroits et que l'on ne veut pas alimenter leur présence, on a aussi intérêt à ne pas toujours mettre les mêmes légumes aux mêmes endroits. Parce que, par exemple, dans un jardin, on se dit, ben là, le côté sud, c'est l'endroit ensoleillé, je vais essayer de mettre un maximum mes tomates, ou bien des oignons ou échalotes, qui ont besoin aussi beaucoup de soleil. Ben, tous les coins du jardin ne sont pas pareils, donc il faut aussi... donc on a tendance à en mettre là où ça va le mieux exposé. Mais il faut aussi penser qu'il faut tourner, faire des rotations avec ces légumes, et essayer de trouver parfois des endroits un peu moins favorables, mais ne fût-ce qu'un an, de ne pas remettre toujours le même légume au même endroit. Alors souvent, donc, quand on regarde un peu dans les littératures agricoles, ben, les rotations c'est souvent sur 4 ans. Donc ça c'est le truc général. Donc souvent après 4 ans, on peut estimer que
voilà, que les parasites ou les champignons voilà, auront plus ou moins été affaiblis ou disparus dans ce coin-là avant de revenir avec la même culture. Sauf que certains légumes, c'est parfois, surtout lorsqu'on a un champignon néfaste, comme la hernie du chou, ça peut être beaucoup plus long. Ça peut même rester jusqu'à 10 ans, et même parfois plus, à cet endroit-là. Donc là, pour ces légumes-là, on va plutôt faire des rotations longues, c'est-à-dire faire revenir les brassicacées que tous les 6 ou 8 ans à cet endroit-là. Donc ça permet vraiment de, surtout si on a eu ce problème de hernie par exemple, ben là il faut vraiment l'appliquer, ça c'est certain. Alors il y a d'autres plantes, surtout les légumineuses, qui font aussi des sécrétions et qui émettent des toxines. Et que ça empêche de remettre au même endroit, par exemple des haricots ou des pois. Donc d'année en année, si on remet au même endroit, ben, vous allez voir que l'année suivante, vous allez certainement avoir une chute de production. Donc là, il faut... donc ça, c'est vraiment la plante qui émet des sécrétions et qui s'intoxique par elle-même, en fait. Donc là, c'est bon, tous les 4 ans, si on tourne comme ça tous les 4 ans, ça devrait aller.